Hello, hello, eh bien, Rebonjour. bonjour. Petit souci de vraiment de connexion. Et voilà, on vous disait que ça allait, qu'on allait avoir ces problèmes, et visiblement ça a déjà commencé, donc on va quand même tenter. Donc on parlait de ce fameux sujet qui nous tenait à cœur et que nos professeurs, enseignants, instructeurs ont déjà entendu parler. Et pour ceux qui vont nous découvrir, eh bien, ce sujet est la philosophie mortaliste et ou. Philosophie immortaliste. Voilà, donc bienvenue. Alors toute cette notion, en vous laissant donc le temps de venir encore un petit peu, toute cette notion d'immortalité nous vient d'un cheminement, d'interrogation, tout d'abord taoïste. C'est-à-dire que l'idée de la recherche de longévité, qui est plus confucianiste, en fin de compte, masque l'idée de l'immortalité taoïste, qui est donc recherchée dans des textes anciens. On peut voir tout ce cheminement qui va que quand on réussit une certaine alchimie d'ordre de l'éveil, du spirituel et du physiologique et de l'énergétique, il arrive à un moment où on peut quitter ce monde en laissant simplement les ongles et les cheveux, qui sont donc le signe qu'on a atteint l'immortalité. Donc cette quête existe dans je crois, une partie du Hatha Yoga et dans des cheminements qu'on peut retrouver aussi. On peut retrouver ça dans les écrits de Castaneda, qui a un peu quelque chose qui peut ressembler à ça. Et donc il y a plus récemment dans l'histoire une recherche notion d'immortalité qui est dans le rebirthing avec donc Leonardo. Voilà, mais avant de rentrer plus avant, un petit peu, on vous a un petit peu posé ça, on va retourner et on vous accueille, on continue de vous accueillir. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez quand vous arrivez, que vous nous rencontrez pour la première fois. Et ça me permet de vous poser un petit peu des choses. Alors, beaucoup de personnes qui nous regardent, bien évidemment, nous connaissent, nous ont déjà en cours, en formation, et ainsi de suite. Et pour tous ceux qui vont nous découvrir, vous n'avez pas cette possibilité. En plus, nous sommes en confinement, donc c'est comme ça. Merci à tous ceux et celles qui d'un seul coup, où nos paroles peuvent faire résonance. Et donc, il y a quelque chose qui s'accorde et comprendre d'une manière assez simple, assez facile. Et pour les autres personnes, on sait que c'est un petit peu particulier parce que dans le Wu Tao, on chemine sur l'expérientiel, sur l'expérience sensorielle. Donc tout ce que nous disons est vraiment appuyé sur l'expérimentation dans notre propre corps et on met en corrélation pour éviter justement des apartés ou des compréhensions un petit peu trop pensées et pas assez incorporées. Donc comme on est dans une voie d'un art corporel, c'est très important de saisir où nous nous trouvons pour pas qu'il y ait de confusion et que toutes les personnes qui arrivent et qui vont nous découvrir sachent bien cela. Donc on a parlé de philosophie mortaliste et philosophie immortaliste, un petit peu tous ces courants qui nous ont permis d'avoir une grande et une profonde réflexion et d'expérimentation. Je rappelle, nous expérimentons ce dont nous parlons. Donc la situation, je redis, ne nous permet pas de mettre en mouvement ou de mettre dans la sensation et d'incorporer ce que nous pouvons vous témoigner, vous dire ou vous amener à vivre dans le mouvement, dans l'onde et ainsi de suite. Donc, alors tout simplement le mouvement et cette sensation d'immortalité intérieure, en fin de compte, c'est quelque chose qu'on a tous connu. Alors je répète un tout petit peu pour ceux qui viennent d'arriver que, en fin de compte, on a trouvé dans notre cheminement une quête, entre guillemets, ou un questionnement sur la mortalité, donc sur l'immortalité, dans la philosophie taoïste, qui a donc toujours cherché ça, en pensant la trouver de différentes manières, avec une pilule miracle, et puis après, elle s'est plutôt tournée vers des pratiques méditatives, des pratiques. Alors, quand on dit méditative, pareil, c'est pas simplement la posture méditative comme on la connaît dans le zen ou dans
la traduction chinoise qui est plutôt le Chan, qui est plus l'origine d'ailleurs. Parce que pour la petite histoire, en fin de compte, ce qu'on appelle le zen, en fin de compte, ça vient du bouddhisme Chan, qui lui-même est une rencontre entre plutôt la culture taoïste et le bouddhisme dhyana venu d'Inde. Et donc cette rencontre entre ces deux cultures a sens un peu à une forme de pratique qui s'est appelée le bouddhisme Chan, qui est plus connu sous sa traduction japonaise, qui est le zen. Mais c'est pour rétablir un petit peu le chemin de l'histoire. Et donc, il y avait cette idée d'une pratique et de pratiques très corporelles, plus alchimiques, entre la méditation et les pratiques de Qigong, auxquelles on préfère le terme plus ancien qui est Nekong. Parce que Qigong, c'est un terme générique qui veut tout dire et qui veut rien dire. En fin de compte, aujourd'hui, c'est une pratique de prévention, un peu une pratique une pratique prophylactique, comme le dit Emmanuel, de soins, à condition que ce soit lié à quelqu'un qui a pu diagnostiquer le problème énergétique qui crée la source de problèmes de santé et qui vous donne une pratique particulière à vous, pas à tout le monde. Voilà un petit peu voilà. Pour faire simple, il y avait donc des spécifiques au calligraphe. Le calligraphe, lui, cherchait la vacuité. Et donc, dans la recherche de vacuité, il avait une pratique de Nekong qui lui était particulière pour pouvoir d'un seul coup être inspiré et que sa créativité puisse jaillir dans le pinceau et imprimer la calligraphie qu'il allait faire. Et imprégner la calligraphie qu'il allait faire. Le pratiquant d'arts martiaux, lui, avait un autre Nekong qui était plus axé sur le renforcement des os, sur le renforcement tendons-muscles, etc. Et donc, il allait avoir une autre pratique. Et le taoïste, lui, allait avoir encore une autre pratique. Le médecin, encore une autre pratique, puisque lui était plus pour diagnostiquer. Donc, il va avoir un Nekong qui est plus lié au magnétisme de l'eau, etc. D'ailleurs, les corps, généralement, des médecins se gorgeaient plus d'eau et de qi, d'huile essentielle, on pourrait le dire comme ça, et pour pouvoir diagnostiquer et éventuellement projeter l'énergie. Donc toutes ces pratiques ont donné des choses particulières. Et donc il y avait une pratique particulière de méditation alchimique, Qigong, auquel nous préférons le terme Nekong, qui veut dire simplement pratique, travail. Voilà, tout simplement un travail interne. Et dans lequel il cherchait l'immortalité. Alors, qu'est-ce qu'il cherchait dans l'immortalité ? Donc ça, c'est pour la source peut-être un peu taoïste. On a vu aussi qu'il y avait des écrits qu'on connaît moins bien au niveau de l'Inde, dans une recherche qui a été reprise d'ailleurs par Sri Aurobindo d'immortalité. Sri Aurobindo et Mir Alfassa ont repris cette idée-là en disant que la mortalité est une habitude. Et dans une très très belle phrase que nous aimons beaucoup avec Imanu, qui est la mort a peur de mourir. Alors ça, c'est un koan zen, Chan, qui pour nous a nourri beaucoup les choses, comme la maladie a peur de mourir, comme l'émotion caractérielle a peur de mourir. On peut décliner ça partout et d'un seul coup, ça met de la lumière sur beaucoup de nos comportements. En tout cas, ça a donné... Et donc, je termine juste, Manu, la petite histoire pour finir, pour tous ceux qui viennent d'arriver. Et donc, il y a récemment des personnes qui ont repris cette pratique-là, et c'est principalement Naror avec le rebirthing, qui ont carrément mis dans leur pratique du rebirthing cette idée de philosophie immortaliste dont je vais pouvoir reparler tout à l'heure, etc. Mais là, je voulais refaire une présentation pendant que tout le monde arrivait un petit peu de cette idée-là. L'autre chose aussi, c'est que ce sentiment d'immortalité, d'éternité, d'une manière plus psychologique, là, ou plus psychanalytique, eh ben, nous l'avons tous connu. C'est-à-dire qu'enfants, nous nous sommes tous vécus immortels. C'est très important de comprendre ça parce que ce n'est pas une notion de cuicui, de branché, de quelqu'un qui part, etc. En fin de compte, nous avons eu cette sensation, enfant, tous, d'être immortels. Un moment très fort dans notre construction caractérielle, dans la façon dont l'énergie circule, dans notre façon d'être en harmonie avec le monde et même avec la vie, ou derrière on pourrait dire avec des notions de Dieu. C'est
le moment où on apprend nous-mêmes que nous allons mourir. Pas seulement que les autres vont mourir. Il y a d'ailleurs ce premier apprentissage par la mort d'un animal, par exemple, par quelque chose qui arrive, ou la mort d'un aîné, un grand-père, une grand-mère, un parent proche, etc. Mère. On apprend déjà la mort. C'est-à-dire que c'est quelque chose où, d'un seul coup, mais on n'a pas encore réalisé que nous aussi, on allait mourir. C'est un moment, quand on a la chance de le retrouver, qui est un moment clé, parce qu'il se passe quelque chose à l'intérieur où il y a l'acceptation de la fatalité. Et l'acceptation de cette fatalité que nous allons mourir, à la fois nous fait grandir, nous fait devenir plus adultes, et à la fois nous fait quitter un espace qui est un espace sacré, un espace spirituel, et peut-être même un espace où tout est possible. Voilà, pour l'instant, je vais juste m'arrêter là, en vous demandant aussi de partager cette vidéo, de profiter tout de suite là maintenant de la partager sur votre page, parce que c'est ça qui augmente l'audience de la division, l'audience de la diffusion de la vision et de cette vidéo. Donc Alpha Brune, coupure, tiens bon, parce qu'on a beaucoup de coupures aussi. Je rappelle un petit peu, pour revenir, on est vraiment dans le fait, après avoir posé ce cadre de philosophie, et quand nous avons appris la mortalité, et quand est-ce que nous l'avons, j'ai envie de dire, intégré, incorporé, et comment on va revenir, et la philosophie, ou la philosophie immortaliste, et à quel moment elle se situe dans nos pratiques, et comment cellulairement, puisque nous sommes des personnes qui expérimentons physiquement dans le mouvement, et qui aimons amener à sentir ce sentiment, non plus qu'on va aussi avoir plus spécifiquement chez nous dans la sensorialité, mais dans le sentiment, comme on dit, d'éternité. Comment je pratique dans un moment d'éternité où je vais suspendre le temps et je vais goûter cela. Et c'est encore différent quand on pratique lentement dans une rigidité lente. Ce n'est pas ça. Donc il y a vraiment un moment où tout doit être en mouvement, dans des micro-mouvements cellulaires, où on doit ressentir tout le cheminement de lymphe, tout circule et quelque chose va s'expanser. Mais pour cela, on va retrouver tout ce qui va entraver ce possible, cette notion où on va pouvoir voyager à travers nos sensations kinesthésiques qui vont nous amener dans cette pas apesanteur ni quelque chose qui est déconnecté, mais quelque chose qui est vraiment sensoriellement expérimenté. C'est pour ça que c'est très important. C'est pour ça qu'on a fait une baseline à une époque et qu'on retrouve maintenant aussi sur le Wu Tao, qui était éveiller l'âme du corps. Et donc dans éveiller l'âme du corps, cet espace-là ne peut apparaître en fin de compte que pratique où le geste n'est pas seulement biomécanique, il n'est pas seulement bio-sentiment, mais aussi bio-éternité. C'est-à-dire quand il y a ce sentiment d'éternité dans l'accomplissement d'un geste, à ce moment-là, il y a un espace qui est le même espace entre l'inspire et l'expire, ou entre l'expire et l'inspire. C'est-à-dire souvent, c'est pour ça que par exemple, nous, on est en train de faire un livre actuellement, je ne sais pas si il va pouvoir porter ce nom-là, mais on voulait l'appeler le chant du souffle, et non pas la respiration, technique de respiration, etc. Pourquoi ? Parce que souvent dans les techniques de respiration, ou quand on travaille sa respiration, que ce soit en Qigong, en Pranayama, en chant, etc., on est toujours dans cette idée de contrôle, de maîtrise et de technique et de dualité. Inspire, expire. 1, 2, 1, 2. Et avec quelque chose ici qui fait, si je vous le montre, ça fait tac, tac. Comme si on était dans une boîte, c'est qu'on tac. Et donc je n'ai pas l'espace. En pranayama, en yoga, on va travailler sur l'espace, mais on va travailler sur l'espace avec un calque d'une méthode qui empêche le rythme de la vie de vraiment. C'est-à-dire qu'on va faire 1 temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps, puis rétention. 1, 2, 3, 4 ou 8 temps, peu importe, puis j'expire 4 temps. Puis je reste 4 temps. Et on est dans des apnées. L'apnée
ne peut pas être un silence respiratoire où apparaît le sentiment d'éternité. Le sentiment d'éternité apparaît, entre autres, puis ensuite il imprègne tout, apparaît entre l'inspire et l'expire et entre l'expire et l'inspire. Mais pas dans une rétention. Si je fais... Vous savez, comme dans Astérix et les Espagnols, là, je crois où il y a je ne sais plus le personnage, il y a un petit qui se retient sa respiration, qui devient tout rouge, etc. Non, c'est un espace où quelque chose continue en moi. J'inspire, il y a un silence respiratoire qui continue d'expanser. Puis il y a une retombée et j'expire. Puis de nouveau, quelque chose qui chemine. C'est dans cet espace-là que je vais chercher ce sentiment d'éternité et que je vais mettre ensuite dans tous mes gestes de Wu. Et c'est ça qui va donc imprégner dans une vitesse lente tout mon mouvement. Et quand je fais ça, je touche quelque chose qui ne peut pas être l'ego. C'est-à-dire, je ne peux pas, moi, faire le mouvement. Je ne suis pas dans une exploitation. Je suis dans une danse. Voilà. Et on sait que c'est pour ça qu'on a on est un peu atypique, on sait que ça dérange un petit peu notre positionnement, on va nous prendre pour je ne sais pas quoi ou nous targuer de je ne sais pas quoi, mais peu importe. On est vraiment dans cet art de l'inutile, de trouver cet espace et cette sensorialité vraiment d'éternité. Et pour cela, il faut vraiment rentrer dans un temps qui n'est pas commun. Et comme on a l'habitude d'avoir été, et qui fait que même notre pédagogie est empreinte de ça, c'est-à-dire qu'on est presque à l'envers, c'est-à-dire qu'on n'a pas petit A, petit B, vous faites ça, petit C, vous faites ça, et ensuite on fait une addition et une totalité de tout cela. Quand on fait cela, on est toujours compartimenté et on laisse toujours notre mental, que j'ai absolument besoin, mais d'intégrer dans sa globalité avec tout le reste de ma corporalité, de mes sensorialités. Et j'ai besoin de le réincorporer. Je n'ai pas besoin de le dissocier encore plus. C'est pour ça que c'est tout à fait particulière, c'est-à-dire que c'est comme si vous appreniez à nager, on vous mettait comme les bébés nageurs, et à l'intérieur du mouvement, parce que nous sommes dans un art corporel, pour tous ceux qui viennent d'arriver, je le situe, à l'intérieur, vous n'allez pas arrêter le mouvement, jamais vous allez arrêter de nager. Vous allez simplement observer et porter votre attention dans le mouvement et ajuster au fur et à mesure. C'est comme ça que le Wu Tao, l'art du Wu Tao apparaît et que sa pédagogie imprègne non pas une volonté, non pas une contrariété, non pas un formatage qui vous structure et vous enferme et qu'il faut absolument passer par la structure structurelle et donc qui va être aussi portée par toutes nos formes sociétales. Et du coup, ça perturbe et ça peut vraiment énerver, ça peut vraiment être délicieux tout de suite. Et ça, c'est vraiment important de vous le redire, vous qui arrivez, qui allez nous découvrir, de savoir d'où on parle, parce que c'est pas commun. Voilà. Il y a une différence pour nous entre totalité et globalité. C'est-à-dire quand j'ai une pédagogie qui me fragmente d'une manière partitionnée, j'arrive à un additionnement et j'arriverai à une totalité, mais très rarement, voire mais peut-être jamais, à une globalité, puisque mon cheminement restera marqué par ces étapes partitionnées, coupées. On pratique une globalité, comme l'a donné Immanuel en image, donc on vous met dans un bain tout de suite, et dans ce bain, vous devez bouger tout le temps pour continuer à nager. Mais ce qui n'empêche pas d'avoir une précision pour pouvoir améliorer le mouvement de ma main. Ajuster. Mais c'est un effet zoom dans une globalité. Ça n'est pas un partitionnement où je me coupe du reste. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est une concentration qui est justement, qui n'est pas une... La concentration va un peu généralement avec les yeux, pour faire simple. Et donc, je focalise. Donc, dans la concentration, je focalise et je mets une énergie plus importante sur mon mouvement de poignet, par exemple, ou sur une résolution d'équation et sur un problème particulier. Dans la qualité d'attention, qui est liée plus à l'oreille, par contre, j'entends tout l'environnement, j'entends le morceau de musique en entier, et plus particulièrement, je vais être
attentif à telle ligne mélodique ou à telle ligne rythmique. J'entends tout et j'entends plus particulièrement quelque chose. C'est la même chose au niveau du Wu Tao. Et pour revenir donc au sentiment d'éternité qui me donne cet espace dans lequel je vais pouvoir dérouler le temps du geste avec infiniment de temps, eh ben c'est ce sentiment d'immortalité et ce sentiment d'espace à l'intérieur qui me donne ce temps-là, qui me donne même cet espace tissulaire, qui me donne même cet espace tendineux. Ce n'est pas un fantasme cellulaire ou cosmico-spirituel. C'est une réalité. Quand on pratique avec ce sentiment-là, quelque chose de l'ordre de la respiration tissulaire se fait dans mon muscle, dans mon articulation, dans ma lymphe, où on peut voir sur la personne quelque chose qui fait... Mais dans une respiration tissulaire qui est une respiration avant même la respiration pulmonaire. Car la respiration tissulaire précède la respiration pulmonaire. L'onde de l'amplification de la respiration précède la respiration pulmonaire. Elle ne vient qu'après. Et donc c'est important de reprendre ça. Mais je voudrais revenir aussi à cette idée où nous ne sommes... Donc le Wu Tao, pour contrebalancer, nourrit principalement ce sentiment d'éternité et cette philosophie immortaliste. Mais nous ne sommes pas des pro-immortalistes. Non. Nous ne sommes pas à dire que nous sommes des immortels qui avons oublié que nous sommes des immortels et qui sommes mortels, etc. Par contre, on trouve que la ruse initiatique de se mettre à pratiquer sur qu'est-ce qui m'empêche d'être immortel est très riche et très intéressante dans le cheminement. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous allez rencontrer toutes vos limitations, quelles qu'elles soient. Des limitations qui vont se retrouver sur la prospérité financière, qui vont se retrouver en lien avec beaucoup de choses. Sur la mort. Donc, il va y avoir, parce qu'en acceptant la mort, j'accepte une fatalité. En acceptant de nouveau ce sentiment d'immortalité, j'ouvre de nouveau cet espace. Donc ça, c'est une notion très importante. Ce que nous avons, nous, par contre, cheminé et peut-être affiné, c'est que nous disons à nos élèves qu'ils ont les deux en eux. Et que la problématique qu'ils peuvent avoir dans la vie vient peut-être, alors là on est plus dans un cheminement de connaissance de soi que purement dans du Wu Tao, vient d'un conflit entre l'imprégnation de la philosophie mortaliste en eux et l'imprégnation de la philosophie immortaliste. Il y a conflit. Et dans ce conflit, ça crée un nœud. Voilà. C'est-à-dire que dans mon cheminement, pratiquant d'arts martiaux, Imanu aussi, qui je rappelle quand même est aussi 6e Yuan d'arts martiaux, avant d'avoir lancé, créé le Wu Tao, moi 7e, un petit cran au-dessus, mais j'ai une dizaine d'années de plus. Et les arts martiaux, dans le sens initiatique, ont utilisé la philosophie mortaliste pour trouver l'éveil. Qu'est-ce qu'il y a dans le sens initiatique des arts martiaux? Il y a la présence de la mort. Je rappelle que la pratique de la voie des arts martiaux n'est pas un sport de combat ou une pratique seulement de self-défense. Là, c'est passé à côté de la voie d'éveil que représentent les arts martiaux. Dans la voie des arts martiaux, on pratique la relation, en fin de compte, à l'intimité de la mort. Et dans l'intimité de la mort que je ramène très présent, dans une situation où je vais ici avoir le risque de mourir là tout de suite, avec quelqu'un qui va tenir une épée au-dessus de moi et qui va me donner une technique. Heureusement, je sais ce qu'il va me donner pour me permettre de pratiquer, de travailler, mais il va vraiment le faire. On a répété avant, on a répété plein de fois, des mois, voire des années, mais un jour, je me retrouve dans une situation où c'est une vraie épée. Et là, lui va faire son attaque. Et moi, je vais trouver en moi un espace, une présence que l'intimité, la proximité de la mort me met dans une intensité de choix et de vie et de présence très forte qui me fait toucher quelque chose de l'ordre de l'éternel. Donc ça, c'est une voie, c'est-à-dire que les arts martiaux utilisent ça. On pourrait vous dire, par exemple, tout simplement aussi, vous apprenez que vous allez... Voilà, je ne vous le souhaite pas, hein, mais vous apprenez que vous allez mourir,
réintégrer peut-être le fait que vous êtes mortel, rapprocher l'intimité de cette future mort à quelques mois, et qu'est-ce que vous faites de votre vie? Qu'est-ce que vous allez décider? Faites un tiercé gagnant. Qu'est-ce que vous faites? Je me casse, je fais le tour du monde, je fais quoi? Je reste avec ma femme, mon homme, ma famille. Je fais quoi? Je me mets à la peinture. Et par rapport à ça, je vais vous rappeler quelque chose qui est que je ne me souviens plus de la personne qui a écrit un livre. C'est une femme, une américaine, et qui a fait l'étude. Qu'est-ce qui fait que des personnes diagnostiquées mourantes suite à un cancer ou d'autres maladies, souvent c'était le cancer, en fin de compte ont survécu. Tous les cas qu'elle a étudiés des personnes qui ont survécu, alors qu'on leur a dit rentrez chez vous, vous n'en avez plus que pour 6 mois, ils se sont mis à faire ce qu'ils n'avaient jamais fait, qu'ils s'étaient promis, qu'ils avaient mis dans un coin comme ça. Pour l'un, ça a été d'un seul coup de jardiner. Pour l'autre, ça a été de peindre. Pour l'autre, ça a été de faire de la musique. Pour l'autre, ça a été etc. Et depuis, ils vivent. Donc, qu'est-ce qu'ils ont vécu? Ils ont vécu une situation martiale qui les a mis en face d'un essentiel dans lequel ils ont choisi quelque chose qui était essentiel mais enfoui. Et la philosophie moraliste, quand on ne vit pas cet essentiel-là, eh ben oui, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben à chaque anniversaire, on picole un peu plus, on se bourre la gueule, on fait la fête, je me rapproche un peu plus. C'est ce qu'on appelle une imprégnation et un comportement mortaliste. C'est-à-dire, je vais, puisque je vais bientôt mourir, je m'en rajoute une couche un peu plus, autant, voilà. Et donc ce côté défaitiste, ce côté d'acceptation de la fatalité, m'enlève cet espace de vie que je peux retrouver quand je le cherche vraiment dans une situation martiale mortaliste. L'autre aspect, qu'est la philosophie immortaliste, et qui va nous intéresser, nous, dans notre pratique. Notamment, tout ce que nous vivons, ça fait écho, parce qu'on vient pas, ça ne vient pas chercher nulle part. Donc, cette occasion nous est proposée, donc c'est aussi nous ramener à cette situation. Mais pour le remettre dans le contexte d'une expérimentation corporelle, eh bien, ça va être la sensation de cette immortalité cellulaire. Jouer le jeu. Et de vraiment... Pensez-vous immortel, là, quelques instants. Jouez le jeu. J'ai le temps. Avec justement ce qui se passe, ça nous permet aussi de se dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire Ou si vous avez du mal, pensez aux âges bibliques. Pensez que vous allez vivre 600 ans. Voilà. Vous avez au moins comme ça un sentiment d'éternité, d'immortalité. Et dans ce sentiment-là, posez-vous la question, qu'est-ce que vous allez faire? Quel est votre tiercé gagnant des choses que vous allez faire maintenant? Et vous allez voir... Mais vous pourrez tout faire. Voilà. Et de voir qu'il y a une dualité va peut-être aussi vous faire apparaître ce qui est en dualité inconsciente, qui fait que quand nous avons appris et nous avons intégré la mort, en fait, nous l'avons intégrée par amour, parce que nous aimions ces personnes, ou ces êtres, ou ces animaux, ou ces parties, ainsi de suite. Donc, il y a toujours une sorte de désenclavage, et que nous retrouvons dans notre corporalité, dans nos mouvements. C'est pas que le Wu-Tao soit difficile, quand on montre un mouvement, quand on nous voit bouger, on va trouver ça, mais comment font-ils, ainsi de suite, et quand vous voyez les professeurs qui y ont cheminé, c'est parce qu'à ce moment-là, on a été à cette rencontre-là, désentravé, trouver les clivages où il y a eu ces coupures, et où on s'est remis en connexion avec cette profondeur. Donc éveiller l'âme du corps, c'est pas une vision de l'âme mystique sortie de nulle part et une hypothétique, parce que personne ne peut en parler, ou tout le monde peut en parler, ça n'appartient à personne. Seulement là, on peut l'expérimenter d'une manière corporelle. On peut même le vivre, le sentir à côté d'autres et se dire, mais là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vis? Donc, pour revenir aussi sur ce côté musical et sur ce côté de la pédagogie que nous avons élaboré et mis en place et mis vraiment à disposition dans le Wu-Tao, c'est que ça va révéler ces zones d'ombre, ces zones qui ne sont pas éclairées, ces angles morts, comme on dit, pour les ramener un peu à notre conscience et voir que c'est pas la peine de répéter 10 000 fois le même mouvement. Il suffit d'être connecté, de sentir où ça ne passe pas. On appelle ça des zones muettes.
des zones d'absence, et où c'est que dans ce moment-là où ils vont se révéler à moi-même. Et donc, il faut pouvoir pratiquer dans cet état-là pour pouvoir avoir le fait que ça se révèle à nous. C'est pour ça qu'il ne faut jamais arrêter, comme ce bébé on disait, qu'on a mis à nager, ces bébés nageurs, ou alors ces musiciens qui entendent. Et on est un peu aussi comme des musiciens, on entend tout le corps de la musique, et on ne va pas arrêter la musique, on va avoir une attention sur tel ou tel instrument, sur telle ou telle partie. On est vraiment dans le cadre aussi artistique et de musicien. Donc on a ce rapport à l'art très profondément avec notre corporalité, et non pas quelque chose qu'on veut dominer ou exploiter. Et pour faire le lien avec l'écologie corporelle, qui était un thème de la semaine dernière, et de parler d'exploitation, nous, quand vous pratiquez le Wu Tao, ou quand on vous enseigne et qu'on vous voit pratiquer, on va voir à un moment la philosophie mortaliste. Quand c'est la philosophie mortaliste, vous êtes dans l'exploitation du corps. C'est-à-dire que vous voulez que votre corps vous donne quelque chose de rentable. Vous voulez obtenir quelque chose. Quand vous êtes dans la philosophie immortaliste, d'un seul coup, ça se voit. Et ça se voit dans une qualité d'imprégnation, de résonance de votre mouvement, mais même aussi de résonance de quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'il y a une beauté. La beauté de la source de l'art. J'ose le dire. Oui. Ça se voit. Pas la joliesse, pas le fait que vous ayez un visage, un joli physique attrayant, ou de jolis gestes. Ou souvent d'ailleurs la joliesse est liée des fois à la et donc pas éternelle. Donc c'est voilà. Et donc ça se voit, et on le voit quand il y a la philosophie immortaliste, quand il y a ce sentiment d'éternité dans votre façon de pratiquer. Ça se voit par la qualité du geste, par sa résonance, ça se voit dans ce que vous baignez. Et ça, c'est vraiment important. Et dès qu'on le voit quand ça passe à la philosophie mortaliste, c'est-à-dire qu'il y a d'un seul coup une dissociation, une relation au corps où j'en veux de ne pas être assez ample au niveau ceci, de ne pas être assez résistant, de ne pas être ceci, etc. Ça se voit, je vous assure. Oui. Et par contre, je pense aussi que c'est ça qui se voit, qui fait que ça attire des personnes et que le Wu Tao touche les personnes, que ça vous a touché. Que ça émeut. Ce que ça fait aussi apparaître, c'est l'éventuel conflit. Donc là, on est plus dans un cheminement de connaissance de soi, mais ça se voit dans le mouvement. C'est-à-dire que si votre philosophie, l'imprégnation de votre philosophie mortaliste, dont nous avons pour nous besoin des deux, et le tiercé gagnant que vous avez fait n'est pas le même que dans la philosophie mortaliste, il y a un gros conflit. Là, il y a un conflit, un problème. Si en philosophie mortaliste, je dis je m'en vais faire le tour du monde, et si en philosophie immortaliste, je dis je reste avec la femme que j'aime ou l'homme que j'aime, et je crée quelque chose. C'est un conflit interne. Oui, je sais, c'est pas par hasard si j'emploie cet exemple, c'est tellement énorme. Ce que les et donc ce conflit interne fait que oui, non, c'est ce qu'on voit dans plein de spectacles de danse. Oui, non, je t'aime, moi non plus, etc., etc. C'est exactement ces deux philosophies qui sont à l'intérieur. Mais oui, mais j'ai envie de sortir, de faire l'amour avec tellement de femmes ou tellement d'hommes. Et en même temps je l'aime, je veux rester, je reste, mais en même temps je lui en veux parce que donc je l'aime, alors je reste, mais en même temps je sacrifie tous les jours. Donc je vais mettre en place un plan. Alors, et ça devient très douloureux à force. Sachez une chose, la mortaliste, c'est toujours sacrificiel. C'est-à-dire que je choisis toujours quelque chose au détriment de quelque chose d'autre. La voie immortaliste n'est jamais sacrificielle. Je pourrais tout faire. Je commence par quoi? Ça, c'est un grand secret que nous vous livrons. En tout cas, cette période de confinement, c'est important. On ne peut pas y échapper, on y répond plusieurs fois. Est-ce que je vis cette période de confinement en philosophie mortaliste ou immortaliste? Alors attention, ne vous méprenez pas, ne dites pas, ça y est, Paul et Manu, ils sont barrés, philosophie mortaliste dans la période de confinement. Non, non.
hein, on alterne, c'est des ondes. Ils ont décroché. Donc il y a des moments, on est dans la philosophie mortaliste et on va aller consciemment, on va respirer avec cette sensation de confinement, donc respirer avec oppression, donc un peu comme une naissance pour ceux qui peuvent faire le parallèle. Sentir cette oppression, sentir cette contrainte, sentir ça, je vais aller dedans et explorer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai comme sensation dedans et voir qu'est-ce qui se passe. Puis je vais à un moment sortir dans cette idée d'immortalité, que je vais avoir le temps, que ce confinement va durer, que je vais commencer. Mais je commence par quoi? Je fais quoi? Et je commence par quoi? Je pratique quoi? Et surtout, et ma respiration devient différente. Et donc je vais expérimenter. Il n'y a pas quelque chose qui est mieux que l'autre. C'est pas de dualité. Il y a deux imprégnations en nous. Comment je fais pour vivre avec ces deux imprégnations en nous? Je ne brandis pas l'école et je ne fais pas la guerre avec l'autre. C'est pas la guerre contre les philosophies mortalistes et les immortalistes. C'est comment j'harmonise ça en moi. Et pour des personnes qui ne comprennent pas où nous sommes parce que vous arrivez et que nous sommes dans cet art... Regardez depuis le début. Retournez au début, que ça peut froisser, ceci, cela. Je pense que c'est important. La mort, tout le monde l'a rencontré. Tout le monde a eu quelqu'un qui est mort dans sa vie. Et en ce moment, ils vivent de manière très difficile parce qu'ils ne peuvent parfois pas avoir accès à leurs proches et les accompagner à être à cet instant. Donc, ce n'est pas une question de ne pas savoir ou de dire quoi que ce soit, c'est de profiter de la situation pour ouvrir un espace auquel nous n'aurions jamais eu accès et que là, pour le coup, tout le monde le vit. Donc, et que ça nous ramène aussi à la façon dont nous pratiquons. Est-ce que je vis et je prends aussi une pratique, quelle qu'elle soit, pour en faire quelque chose, pour la dominer, pour être mieux, pour être performant, pour être ceci, cela. Même que ce soit, même dans la méditation, avoir même une performance méditative, spirituelle, ça va se chercher partout. Donc là, c'est plutôt d'avoir cette globalité et d'avoir cet espace de respiration. Je respire tout ce que je vais pouvoir vivre, tout ce que je vais pouvoir expérimenter et surtout que dans le mouvement, ça se voit. Parce que tous ces espaces qui ne respirent pas en nous, qui sont en dualité, ils ne bougent pas. Donc je vais retourner voir l'ostéo, je vais retourner à la chiro, je vais aller voir le médecin, et ainsi de suite. Et je vais sans arrêt bouger là-dedans. Tout est inscrit dans notre corporalité. Je bouge avec mon histoire. Donc, je prends ce temps, je respire, je me pose et je laisse permettre à ma corporalité de me montrer où ça ne respire pas, où ça n'ondoie pas, où je suis vraiment en clivage, où je suis vraiment pas au cœur de ce que je suis en train de vivre. Voilà. Et au cœur de ce que je suis en train de vivre, dans aussi ce que dit et ce que nous apprend la physique quantique, c'est-à-dire que je suis de vide plus que de matière. Ma matière est une apparence auquel je m'identifie et pourtant c'est la partie la plus réduite, la plus petite partie. Donc c'est 99,9, je ne sais plus quoi, etc. Je m'identifie plus à cette partie qu'à l'espace de vide qui nous est commun. Oui. Donc cet espace-là, c'est peut-être essayer de cultiver dans sa vie, parce que d'une manière générale, notre vie, elle est à 90%, je dirais à 100% presque pour la majorité des personnes, en philosophie mortaliste. Il faut travailler, il faut gagner sa vie. Heureusement. On gagne sa vie. Quelle absurdité, c'est un koan zen quelque part. Gagner sa vie. Gagner sa vie. Ah bon, je reçois la vie et je dois la gagner. La gagner en plus. C'est un paradoxe. Toute la pression donc socio-économique, etc. Il faut travailler pour avoir le droit de se reposer, pour avoir le droit de faire des loisirs. Voilà. Vous devez donc rentrer dans cette idée de donner quelque chose, de payer tribut pour avoir le droit un peu de respiration, un peu de plaisir, un peu de loisirs, un peu de week-end, etc., etc. Donc,
d'une manière générale, majoritairement, tout est philosophie mortaliste et vous met la pression. Donc, le Wu Tao est principalement, donc si on dit que c'est 80-20 dans la vie, eh ben le Wu Tao c'est 80-20 mais de l'autre côté. C'est-à-dire c'est 80 de philosophie immortaliste En tout cas, et 20% de philosophie mortaliste dans des recherches par moment de travail d'intensité, etc., etc. Donc pourquoi? Tout simplement parce qu'on a besoin plus d'arroser cette partie-là. le reste, On a besoin de rééquilibrer. Donc quand vous avez la balance ici qui est là, eh ben, il faut rééquilibrer. Donc il faut arroser la philosophie immortaliste, tout simplement. Donc prenez le temps de faire du Wu Tao avec ce sentiment d'éternité, avec cette idée immortaliste à arroser de nouveau. Car c'est simplement arroser de nouveau. Vous l'avez connu quand vous étiez des dieux vivants, c'est-à-dire quand enfant, on était immortel. On avait ce sentiment-là. Et c'est une autre notion importante que j'aime beaucoup rappeler aussi d'une manière tout simple. Je ne suis pas physicien, mais je m'inspire de certaines choses comme des écrits, comme des physiciens. Il y a une parole que j'aime beaucoup d'Einstein, si c'est bien de lui, mais si c'est pas de lui, c'est de quelqu'un d'autre, c'est pas grave, je l'aime quand même. C'est qu'il est plus facilement concevable de concevoir l'infini que le fini. Ça aussi, c'est une notion intéressante. Mentalement, le microcosme qui est à l'image soi-disant du macrocosme que je suis, conçoit plus facilement l'infini que le fini. Dès que vous concevez le fini, mais qu'est-ce qu'il y a après? Alors que l'infini est concevable. L'infini va avec quelque chose de notre nature, dont nous sommes faits. Donc ça, c'est intéressant. L'infini est plus concevable par notre pensée que le fini. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas quelque chose de mystérieux. C'est en nous, c'est en vous. Et c'est important en ce temps de crise de cet espace-là dans votre pratique, de remettre de cet espace-là dans la période de confinement, de remettre cette sensation d'inspire qui ne s'arrête pas au moment où les poumons sont remplis, qui continue dans un silence, qui rejoint les étoiles, qui revient poétiquement et qui va au plus profond de la terre. Voilà. Ça n'a rien de mystico-cosmico, je ne sais quoi. Je dirais même presque que c'est pragmatique. Nous sommes sur Terre au milieu d'un univers incroyablement immense. Comment pourrait-il être autrement? Et voilà. Donc c'est de remettre de cet espace-là. Au revoir Émilie. Merci. Donc pour toutes les personnes qui nous ont découvertes, bien évidemment, parler, ça n'est pas expérimenté. Donc voilà. Donc si vous arrivez à la fin, expérimentez. Il y a des cours. Allez sur le site wutao.fr et vous découvrirez le planning des cours Zoom qui sont faits actuellement en période de confinement. Alors c'est particulier, mais ça a une particularité. Les retours sont étonnants des élèves. On ne pensait pas. Et en fait, il y a des choses qui passent et que la personne qui est chez elle va toucher aussi peut-être plus facilement son intime puisqu'elle ne va pas être tout de suite mise avec les autres et s'il y a toujours des petites peurs et des choses comme ça, elle va peut-être oser davantage et être tranquille à découvrir et faire le pas qu'elle n'aurait jamais fait. Donc, et après de se retrouver à pratiquer ensemble, bien évidemment en Excel, c'est ce qu'il y a de plus beau. Voilà. Et notre petit cadeau, avant de vous dire au revoir, oui, et tous au revoir à ceux qui doivent donner leur cours. Promettez-nous, là, dans votre fort intérieur, promettez-nous et promettez-vous surtout, pas à nous, de faire vraiment ces deux tiercés. Voilà. Mettez-vous en philosophie mortaliste, comme si vous alliez mourir, ce qui va être le cas, quel que soit le temps de ce bientôt. Mettez-vous dans cette situation-là et faites le tiercé gagnant, ou si vous le sentez facilement, même les 10 choses que vous voulez faire avant de mourir. Notez-les, marquez-les.
regardez-les, respirez-les, acceptez-les. Qu'est-ce que vous décidez? Ça peut être difficile, ça peut être troublant, parce que d'un seul coup, je peux marquer que je quitte ma famille, parce que voilà, j'ai quelque chose, je dois aller voir tel endroit du monde. Vous le ferez pas, peu importe. Et c'est important aussi dans la petite notion d'oser le marquer. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire, que vous allez être obligé de le faire. C'est comme un fantasme. Un fantasme, c'est important de l'exprimer. Merci, Clean. Et il n'y a pas d'obligation à le réaliser. Par contre, à l'exprimer pour le sortir de soi, c'est important. Oui. Et puis après, mettez-vous dans la philosophie immortaliste. Vraiment, si vous avez du mal avec l'immortalité, ce sentiment d'infini, mettez-vous sur des âges bibliques. Voilà. Sur 300 ans, dépasser l'âge qu'on a l'habitude de... 400, 500 ans. Voilà. Et je vais avoir le temps de faire tout. Si j'ai envie de faire plusieurs métiers, si j'ai envie d'être mathématicien, si j'ai envie d'être artiste, si j'ai envie d'être photographe, si j'ai envie d'être potier, si j'ai envie... Voilà, je peux tout faire, je ferai tout. Mettez-vous vraiment dans cette situation. Vous allez pouvoir faire tout ce que vous avez envie. Absolument tout. D'accord? Et pour les jeunes hommes et les jeunes femmes, y compris faire l'amour avec les hommes et les femmes que vous aimez. Vous pourrez tout faire. Ne mettez plus de dualité. Respirez là-dedans, dans cet état-là, et faites votre tiercé gagnant. Voilà. Par quoi vous commencez aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus important là aujourd'hui, sachant que vous allez tout faire? Et cultiver le sentiment. Et puis après, vous regardez les deux listes. Si les listes sont très différentes, eh ben vous êtes dans la merde. Donc il va falloir faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un gros nœud intérieur qui crée certainement des tensions et des distorsions, qui crée certainement qui crée des conflits dans vos relations intimes. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc là, vous ne pourrez plus l'ignorer et vous avez le devoir, puisque vous avez vu, de voir ce qui est en conflit et du coup de ne plus vous la raconter et de vous mettre en chemin, quel que soit votre chemin. Pour moi, ça, le plus important. Mais surtout... Comment mettre de l'harmonie là-dedans? Comment changer des choses qui seraient très conflictuelles? Difficile dans un accompagnement comme ça, là, de Facebook Live, puisque là, on ne vous accompagne pas justement d'échange. Sachez que c'est possible. Sachez que ça se fait. Que ça pourra peut-être se faire. On est en train de sortir de certaines limites, nous aussi, qui est de peut-être concevoir de l'accompagnement en connaissance de soi, y compris... au travers d'Internet. Donc, voilà. Mais oui, il y a quand même, quand on a une situation et un nœud très conflictuel, il y a des choses à faire et on peut déjà commencer simplement par respirer en acceptant cette situation. Simplement d'accepter. Déjà ça sera beaucoup. Ce sera énorme. Et donc, pour finir là-dessus et puis pour vous dire à bientôt, n'hésitez pas. À très bientôt. Dernier peut-être... se tourner juste avant de vous dire au revoir auprès de Laure qui a peut-être vu des choses venir, qui est là et qui nous assiste et qui a regardé tous vos commentaires et voir si quelque chose ressort de particulier auquel on pourrait peut-être répondre. Alors il y a bonjour, il n'y a pas vraiment de questions mais des commentaires, donc je reprends un petit peu, donc Sylvie qui nous disait pratiquer avec ce sentiment d'éternité c'est délicieux. C'est très important. Delphine qui nous donnait le titre du livre en avant-première, Le souffle du Wu Tao, éveiller l'âme du corps. C'est Delphine Villiers qui fait la mise en écriture de notre livre. Voilà, elle met la mise en espace de nos interviews. Après avoir récolté les interviews, et c'est elle qui avait déjà fait la mise en écriture de notre livre aussi. Sur le Wu Tao, le premier, et puis aussi sur l'art de la transanalyse. Voilà. Donc, voilà, il y avait Christophe qui nous dit l'on tient l'identité sonore du Wu Tao. Chant du souffle. Eric, vitesse lente, magnifique, rythme de déploiement. Marie-Aliette, sa danse. Juan Carlos qui trouvait joli bébé dans l'eau. Emmanuel qui disait pour ceux qui hésitent, foncez, enseignement tip top. Merci de ta confiance.
Nathalie, ne connaissent pas. nous vivons cela dans ce confinement, cette rencontre entre ces deux philosophies en nous. Fred Renard qui dit très pertinent en ce qui me concerne. Marine, c'est vrai, j'aime autant vivre que mourir délicieusement au Wu-Tao, ou au moins m'approcher des deux à chaque fois un peu plus. Ouais. Sandrine, pratiquer comme si j'avais été pour cela. Marie Aliette, la beauté qui n'est pas la joliesse, la jeunesse. Fred Renard, ne pas être dans l'attente et la recherche, juste sentir en nous. Émilie, je comprends tout à fait ce que vous expliquez alors que je n'y connais rien du tout. Un grand bravo. C'est qui, Émilie? Émilie. Émilie, à bientôt. À bientôt. Merci en tout cas. Émilie encore, Merci à ça vous fait tous. tellement résonance. Émilie encore, vous nous transmettez et finalement évidence. Émilie, elle a vraiment adoré. Sylvie, comment j'harmonise cela en moi en un seul souffle. Émilie encore qui disait, bah oui, ça parle encore plus, d'autant plus pendant le confinement. Et voilà, je pense que... Bien. Merci beaucoup pour tous vos mots. Alors, Merci encore. Tu voudrais dire quelque chose? Oui, je voudrais redire Je quelque vais dire chose par rapport à... Il est important aussi que vous puissiez voir le calque d'un revécu de naissance au niveau du corps social et au niveau du corps individuel. Le confinement, c'est une matrice qui vous empêche aujourd'hui de sortir. Oui. Si je reprends les travaux du rebirthing, les travaux du cri primal de Janov, les travaux de la respiration holotropique de Stanislas Grof, la psychologie transpersonnelle, où on a donc l'idée, où on a pu observer qu'il y avait un lien entre une façon d'être vivant au monde et une façon d'être né à ce monde. Et que suivant comment ma naissance s'est faite, alors ça va être caricature là, hein, si je suis né agréablement, ma vie va peut-être se passer plus agréablement. Si je suis né avec plus d'efforts, eh ben je vais devoir développer des qualités d'effort, ou en tout cas j'ai ces qualités d'effort en moi pour faire aboutir des choses, etc. etc. Si je suis né par césarienne, ben je vais voir deux façons de le voir. J'ai besoin d'aide pour faire les choses, pour m'aider à naître tout le temps, ou l'autre versant, où j'aurai toujours l'aide dont j'aurai besoin pour naître à des choses. Je saurai toujours créer cette aide. Donc voilà, en tout cas, il y a un déterminisme de naissance sur ma façon de vivre. Ça, aujourd'hui, on est sûr de ça. Là où on n'est pas sûr, c'est comment lire cette lecture de ce déterminisme. C'est-à-dire qu'il y a des adultes qui regardent une naissance, qui pensent que ça, c'est traumatisant, et le bébé le vit peut-être pas du tout traumatisant. Inversement, quelque chose qui nous semble, lui va peut-être le vivre comme un truc complètement traumatique, surtout qu'il est dans un temps éternel. C'est-à-dire un instant pour un bébé, c'est une éternité à la naissance. Vous voyez qu'on est quand même en lien. Et donc, un instant de compression, de non-progression au niveau de la naissance est peut-être un moment d'éternité dans lequel le bébé peut peut-être, je dis bien peut-être, se sentir anéantir, mourir dans cet espace-là et revivre une fois adulte des sentiments comme ça, d'impuissance totale, insupportable. Donc, mais tout ça c'est subjectif. Avec Immanuel, nous sommes persuadés qu'il y a un déterminisme de naissance qui nous détermine dans une façon de vivre et dans une façon de mourir. Mais quel est le calque à appliquer pour pouvoir voir ce déterminisme? Il est toujours particulier et individuel. On ne peut pas faire un calque général, comme malgré tout, le rebirthing l'a pu le faire, comme Stanislas Grof l'a fait. C'est tellement particulier. On n'est pas d'accord avec ça. Par contre, les calques ont cette belle qualité d'exister et de donner quand même beaucoup d'informations intéressantes et d'appui. Après, voilà, c'est beaucoup plus particulier. Je reviens à ce que je voulais dire, qui me semble important. Le confinement, on vous empêche de sortir. Donc, c'est comme si vous étiez actrice avec une naissance qui ne peut pas se faire d'une manière physiologique. Il y a une sorte de rétention.
Alors c'est soit la terre-mère qui retient, donc, et qui vous empêche de sortir au moment où vous devriez ou pouvoir sortir, etc. Et donc naître. Donc obligatoirement, ça va réveiller, ça va éveiller de nouveau Activer. votre propre déterminisme de naissance. Et donc vous allez avoir tendance à le vivre bien, pas bien, Et passer etc., par plein de etc. phases en fait. Et donc profitez-en. Profitez-en Éclairant. pour respirer, pour défroisser, pour conscientiser, Oui. pour défaire tout ce qui est de l'ordre de l'imprégnation de votre naissance et de faire en sorte que ça se passe mieux Au mieux. pour la naissance du corps social, parce Oui. que manifestement c'est quelque chose qui qu'on- se passe au niveau du corps social On partage tous. et ce qu'il y a moment. peut-être quelque chose qui va naître de ça. C'est-à-dire que cette période de confinement, il va y avoir une naissance et que là on a peut-être à être attentif au fait de ne pas louper cette naissance. Et là je reviens dans une philosophie mortaliste parce que ça ne va pas forcément se reproduire tout de suite. Donc voilà. Donc c'est tout cet éclairage-là. En tout cas, ça envie. permet de vivre les choses. Est-ce que c'est que des ruses de connaissance de soi? Alors, Peut-être, mais peu importe, puisque de toute façon, la connaissance de soi au soi. Alors tant mieux. Voilà, et on va Alors, naissez, naissez bien, finissez puis, cette gestation le magnifiquement. Voilà, nous sommes en gestation. Espérons que notre gestation et que notre renaissance à ce nouveau monde soit des meilleures, en tout cas accompagnée. En tout cas, ça nous appartient autrement, quoi qu'il en soit. Il ne faut pas attendre sur l'autre et sur les autres et sur l'environnement pour décider de le vivre autrement. Et ça, c'est vraiment, chacun doit faire sa part. Et nous, ce que ça nous apprend, sortir de la contrainte géographique pour être en lien. Et c'est pour ça qu'on a ce plaisir de revenir à chaque fois et de vous rencontrer. Donc voilà, nous allons vous laisser sur ce sentiment d'éternité. Et si, pour faire un petit parallèle, et si nous mourions à tout ce qui nous fait mourir? À bientôt. À jeudi. À jeudi.